Au 1er juillet 2020, le bilan du nouveau coronavirus fait état de 10 694 288 cas confirmés sur la planète et 516 210 morts depuis le début de la pandémie. Des chiffres tragiques qui devraient encore grimper dans les prochains jours. Moins impacté que le reste du monde, le continent africain fait face, lui aussi, à la propagation de la Covid-19, avec tous ses 54 pays touchés. À la même date du 1er juillet, l'Afrique comptait 10 406 décès et 198 193 guérisons pour 418 288 cas enregistrés selon l'Organisation mondiale de la santé. Mais les indices indiquant que ce bilan est fortement sous-estimé se multiplient. L'Afrique australe est la zone la plus affectée du continent en termes de cas positifs de la Covid-19, surpassant l'Afrique du Nord. Quant à l'Afrique de l'Ouest, elle est la troisième région la plus affectée du continent en nombre de cas de la Covid-19. Nous avons atteint la barre des 100 000 personnes affectées. La bonne nouvelle, c'est que plus de la moitié de ces personnes sont guéries. Et je crois que nous avons une trajectoire qui est différente de la trajectoire qui était anticipée. Nous avons des taux de fatalité qui sont relativement bas par rapport à ce qui était anticipé, parce qu'aujourd'hui ce taux se tourne autour de 2%. Nous avons également une progression plus lente de la pandémie, donc par rapport aux premières tendances, aux tendances qui étaient observées pendant les premières périodes de la pandémie. Donc dans l'ensemble, le profil de la pandémie dans la région n'est pas uniforme, parce que nous avons des pays où la progression est beaucoup plus rapide. Nous voyons également une variabilité au niveau un peu des taux de mortalité, si je peux dire, donc d'un pays à l'autre. Naturellement, nous voyons également une réponse, une qualité de réponse différente d'un pays à l'autre. C'est surtout l'engagement communautaire, c'est sur lequel nous sommes en train de nous battre, parce que, on l'a vu au Sénégal, il y a eu des mesures fortes qui avaient été prises avec un couvre-feu qui était beaucoup plus strict, de 20h à 6h du matin, l'interdiction des rassemblements, la fermeture des écoles, des universités. Il y a eu après un assouplissement de ce couvre-feu et on a eu l'impression que cet assouplissement, pour la population en général, c'était comme si la maladie était maîtrisée, et ce qui n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous avons encore beaucoup plus de cas par rapport au mois précédent. Et donc, il est très important. C'est vraiment le challenge actuellement sur lequel nous travaillons avec les communautés, les associations de jeunes, de femmes, donc en tout cas toutes les couches de la communauté, pour qu'elles puissent vraiment prendre conscience de la maladie. Aujourd'hui, il est plus que jamais important que les populations puissent respecter les mesures barrières afin de pouvoir maîtriser cette épidémie. Donc, vraiment, cette partie communication sur le risque et engagement communautaire, pour nous, est vraiment actuellement le pilier de la lutte. Très préoccupé par la propagation rapide du virus dans la région, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, a réagi de la manière la plus appropriée afin de trouver une réponse aux défis liés à la pandémie. C'est dans cette logique qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, le bureau régional de l'UNFPA, qui compte 23 pays, tous touchés par la pandémie, a décidé d'accompagner les plans de riposte des gouvernements, d'autant plus que la région a les systèmes de santé des plus vulnérables. Ce que nous faisons, donc de façon générale, c'est que nous renforçons les systèmes de santé, qui constituent quand même l'ossature de l'architecture de la réponse. Et à ce niveau-là, nous intervenons donc au niveau de tous les aspects du dispositif du système de santé. Nous attachons également une importance particulière à tout ce qui est services qui vont en direction de la femme, donc la mère, l'enfant, mais également des jeunes. Ce qui fait d'ailleurs que dans les pays de la sous-région,
Nous sommes en train de les appuyer pour protéger les services travaillant un peu sur les questions maternelles. Nous mobilisons les jeunes, qui constituent quand même un aspect important de la réponse, surtout dans un endroit où le système de santé n'est pas très solide en matière de personnel. Les jeunes constituent quand même une force, constituent une ressource importante. Donc pour la prévention, donc pour le tracing, pour le testing, même pour la sensibilisation au niveau communautaire, d'ailleurs que nous avons anticipé. Nous ont également poussé d'abord à investir dans la prévention de ces violences, dans la gestion de ces violences, dans l'accompagnement des personnes qui sont affectées. Mais nous travaillons également dans le domaine un peu du relèvement, donc socio-économique. Comme vous le savez, le confinement, donc la gestion de la pandémie, crée quand même des situations, des conditions nouvelles auxquelles nous devons faire face. Et nous n'avons pas voulu attendre la fin de la pandémie donc pour commencer donc, à nous attaquer, en tout cas aux effets pervers donc, créés par la pandémie. Donc en somme, nous travaillons sur tous les pans de la réponse. Nous donnons un peu un appui technique, un appui matériel, donc même un appui psychosocial donc, aux personnes qui sont affectées, donc surtout en nous focalisant sur les franges de la population qui sont les plus vulnérables. Chaque jour dans le monde, près de 500 femmes et adolescentes meurent de complications liées à leur grossesse ou à un accouchement dans des situations d'urgence ou dans des états fragiles. Du fait de la forte priorité accordée à la Covid-19, le manque d'information, la stigmatisation ou la peur d'être contaminé, on note dans certains cas une interruption dans la continuité des services intégrés de santé sexuelle et reproductive. Les grossesses ne s'arrêtent pas pour la pandémie. Les services de santé sexuelle et reproductive ne sont pas seulement agréables à avoir, ils sont essentiels. Même avant l'émergence de la Covid-19, pour des millions de femmes, des soins de santé maternelle de haute qualité en temps opportun n'étaient pas disponibles. C'était inaccessible ou pas abordable. Et maintenant, avec la pandémie, nous envisageons une aggravation d'un accès déjà limité aux soins, mettant en danger la santé et la vie des femmes. Nous avons vraiment la majorité de nos patients entre 20 et 40 ans. On a vu que la proportion d'enfants entre 0 et 11 ans représente à peu près 7%. Nous n'avons pas de mortalité sur cette tranche d'âge. Les femmes enceintes, on a eu à avoir 2 cas de césarienne de femmes enceintes dans nos structures de santé, un à Dakar et un à région, dans la région de Kolda, ce qui s'est relativement bien passé. Nous avons quand même des femmes enceintes qui sont testées positives au Covid. Autre fait, je pense, c'est surtout la baisse de la fréquentation de nos structures. Si on voit nos services de pédiatrie, c'est une baisse de presque 80%. Et ça, c'est quand même assez préoccupant. Avec une baisse également des taux de vaccination dans le cadre du programme de vaccination. Il y a un impact effectivement sur ces couches, on peut appeler couches vulnérables, que nous considérons comme couches vulnérables et que nous essayons de protéger. Et des stratégies sont en train d'être menées pour déjà aller vers ces enfants, donc augmenter les taux de vaccination, mais également donner des services à ces femmes enceintes afin qu'elles puissent rejoindre des services de santé. L'importance de la prise en charge de la santé de la reproduction justifie l'engagement du bureau régional de l'UNFPA auprès des gouvernements et des partenaires pour prioriser la prise en charge des besoins spécifiques des femmes et des filles. Il s'agit de mettre fin aux besoins non satisfaits de planification familiale, à la mortalité maternelle évitable et à la violence basée sur le genre, ainsi que les pratiques néfastes d'ici 2030. Le fonds a aidé les gouvernements à garantir une continuité dans la qualité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. Dans tous les pays de la région, le Fonds des Nations Unies pour la population a en effet contribué à renforcer les systèmes de santé, notamment les soins obstétricaux d'urgence, les soins prénataux de routine
et les soins postnataux, de même que les services de planification familiale et de lutte contre les violences basées sur le genre. Lorsque j'ai été amenée au centre de traitement le 15 avril, ma plus grande peur était mon bébé dans l'estomac. Parce qu'il est arrivé un moment où je ne sentais plus ses mouvements, parce que je savais très bien que mon bébé avait été très actif. Il n'y avait pas de médecin obstétricien gynécologue, pas de sage-femme. Il n'y avait rien au centre de traitement pour vérifier mon état. Je n'ai pas envie d'être ici, dans cette communauté, parce que les gens ne font que passer, nous regardent. On entend même dire qu'ils appellent notre maison la Corona House. Parfois, quand ils arrivent, on voit des gens qui courent parce qu'ils ne veulent pas rester dans la Corona Cour. Le Fonds des Nations Unies pour la population est une agence des Nations Unies qui a pour mission d'appuyer les gouvernements dans leur politique, y compris en situation d'urgence. Et à cet effet, donc, il y a plusieurs aspects qui ont été pris en compte. C'est le volet coordination, mais aussi le volet renforcement des capacités, le volet équipement en matière de médicaments, mais aussi d'équipements de protection donc pour le personnel de santé, mais aussi dans le cadre de la mobilisation de l'engagement communautaire et enfin dans le cadre de la gestion, gestion de connaissances. À cet effet, ça s'est soldé, donc cet appui, par la mise en œuvre effective d'un appui financier, mais aussi d'un appui technique qui a permis à UNFPA d'aider le Sénégal dans le cadre de l'élaboration de ces documents cadres qui sont prévus dans le cadre de cette lutte, aussi bien contre la Covid-19 que dans la continuité des services. Ce que nous avons fait dans cette démarche en tant qu'agence des Nations Unies, c'est de veiller à ce que dans la réponse, personne ne soit laissé pour compte, et notamment les populations les plus vulnérables, les populations vivant avec un handicap et bien d'autres communautés agressées, disons, par la Covid-19. Je voudrais également préciser que dans cette réponse, nous avons particulièrement travaillé en tant qu'UNFPA avec des ministères comme le ministère de la Santé, bien entendu, le ministère des Affaires sociales et de la famille, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Justice, surtout pour le plaidoyer, le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, qui ont été à la fois des cibles de plaidoyer, mais aussi des cibles d'action concrète sur le terrain. Dans la mise en œuvre de son plan de préparation et de riposte, l'UNFPA a capitalisé sur son expérience et ses interventions menées dans la riposte contre le virus Ebola pour contenir et atténuer l'impact de la Covid-19 sur les jeunes et les femmes, en particulier les femmes enceintes. Démarrée dans le sud de la Guinée en décembre 2013, l'épidémie d'Ebola s'est propagée au Libéria et en Sierra Leone, les 3 pays ouest-africains les plus touchés avant de s'étendre au Nigeria et au Mali. En 2 ans, 10 pays étaient officiellement affectés, causant 11 315 morts pour 28 637 cas recensés. Ce bilan, sous-évalué selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est supérieur à toutes les épidémies d'Ebola cumulées depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. À l'époque, le bureau régional de l'UNFPA s'est investi auprès des populations pour faciliter le dépistage, le suivi de contacts et le rétablissement des services indispensables à la survie. Et l'accent mis sur la santé maternelle via une approche régionale avait permis de sauver la vie d'au moins 1000 femmes, jeunes filles et enfants dans les 3 pays les plus touchés. Le Fonds des Nations Unies pour la population a soutenu les 3 pays du fleuve Mano, à savoir la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, surtout pendant la période de l'épidémie à virus Ebola, afin qu'ils puissent avoir une bonne surveillance épidémiologique, notamment avec le traçage des cas communautaires. Nous avons immédiatement réagi après le premier cas de coronavirus.
en apportant notre aide au ministère en charge de la Santé et l'Institut national en charge de la santé publique du Libéria, en ce qui concerne le traçage des cas communautaires et les méthodes de surveillance de la maladie. Nous avons aussi fait une formation aux agents en charge du monitoring, à qui nous avons fourni des moyens logistiques, notamment 4 motocyclettes et 5 voitures, mais aussi des téléphones portables pour la collecte de données. Ce personnel a ensuite été déployé sur le terrain où ils ont opéré jusqu'à fin mai. Ceci était le premier aspect. Le deuxième aspect était à propos des questions liées à la santé de la mère. Nous savons que ceci est un problème réel dans cette région, raison pour laquelle nous nous sommes organisés en mettant en place un réseau de sages-femmes. Et ces dernières ont été en charge des femmes atteintes du Covid-19. Nous avons aussi déployé des équipes qui se déplacent et trouvent les communautés chez elles. Car comme vous le savez, les gens ne se déplacent plus au niveau des centres de santé comme avant. Ainsi, ces équipes les trouvent dans leur famille, leur fournissent des produits et services pour leur suivi, ainsi que d'autres soins alternatifs. C'est fort de cette expérience que les agences des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Centre ont intensifié leur soutien aux États afin de préparer et de répondre adéquatement au nombre croissant de cas liés à la pandémie de la Covid-19 dans la région. La situation risque d'être très grave pour les pays où le système de santé est pratiquement inexistant. Donc cette situation nous a poussé dès le début à dire écoutez, il faut investir dans la réponse communautaire. Et c'est d'ailleurs ce même constat ou peut-être cette leçon que nous avons tirée de l'expérience Ebola qui nous a dit écoutez, il faut également mobiliser les jeunes qui étaient au centre, au cœur de notre succès dans le travail que nous avons fait dans la région du Mano River Union pour répondre au virus Ebola. Mais nous nous sommes également rappelés que pendant la période Ebola, il y avait vraiment un déficit de confiance entre le secteur de la santé et le public, parce que le public ne faisait pas confiance au secteur de la santé, et même lorsque certains faisaient confiance au secteur de la santé, lorsqu'ils se rendaient un peu au niveau des services de la santé, les services de santé eux-mêmes, le personnel de santé eux-mêmes ne faisaient pas confiance au système de santé, ce qui fait que nous avons vu dans l'espace du Mano River des femmes pratiquement accoucher à même le sol dans la rue. Et nous nous sommes dit à l'époque que nous ne voulons plus voir ce genre de drame, et c'est ce qui nous a poussé donc à mettre l'accent sur le renforcement du système de santé pour éviter en tout cas de créer une situation de manque de confiance. Au niveau des pays, les bureaux de l'UNFPA, dès l'apparition des premiers cas de la Covid-19, ont apporté leur appui à la coordination et la surveillance des cas, au renforcement des capacités des prestataires de santé et agents communautaires, le ravitaillement en médicaments vitaux pour la mère, l'enfant, l'adolescent, la fourniture d'équipements et produits de protection individuelle, le soutien à l'engagement et la mobilisation communautaire. Lors de la première étape où le gouvernement avait décidé un peu d'arrêter la circulation des populations, il y a eu aussi un arrêt des stratégies avancées et des stratégies mobiles. UNFPA appuie certaines régions qui sont dites assez difficiles, telles que les régions de Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, mais aussi Kédougou, à travers des ONG qui les appuient pour pouvoir couvrir par exemple la zone rurale où sont offerts des services de planification familiale, mais aussi d'autres services de santé reproductive, y compris la santé des adolescents, la lutte contre les IST et le VIH. Or, étant donné qu'à un moment donné, personne ne pouvait circuler, ces activités également ont été stoppées. Donc vous voyez que quelque part, il y a un problème de couverture qui se pose en termes d'offres de services. Donc il y a évidemment l'autre aspect, c'est que même les structures qui existent et qui sont ouvertes, les populations évidemment sont un peu
limité. Ils ont limité un peu leur fréquentation par rapport à la santé de la reproduction. Il faut convenir que l'impact de la Covid sur la santé de la reproduction est naturellement direct en termes d'empêcher les femmes d'accéder aux services de santé de la reproduction. Et c'est justement cet impact que nous devons adresser dans la mesure où la suspension, qui est une bonne mesure, de la circulation entre régions, la circulation entre pays pour contre-attaquer la Covid-19 va naturellement impacter et il faut trouver les moyens de mitiger cette situation et de faire en sorte que l'accès aux services de santé de la reproduction soit maintenu. Et c'est en cela que nous parlons de continuum de santé, de l'offre des services de santé de la reproduction, sur lequel quotidiennement le ministère de la Santé est au front avec l'ensemble des partenaires dont UNFPA. Et il faut dire que nous avons donc, entre autres, développé aux côtés du ministère de la Santé des initiatives pour nous assurer que, par exemple, l'offre des produits qui sauvent la vie lors des accouchements ou les produits de planification familiale que sont les contraceptifs ne connaîtront pas de rupture de stock au niveau central, au niveau régional et au niveau des postes de santé. Parce que nous avons une certaine expérience en matière de traçage des cas communautaires et de surveillance épidémiologique, nous avons été capables d'apporter notre expérience, surtout en ce qui concerne le matériel de collecte appelé Kobo Collect, une application installée dans les smartphones. Puisque nous les avions déjà formés pendant la période de l'épidémie à virus Ebola, ils ont été capables de venir apporter de l'aide à l'équipe de l'UNFPA au service de leur pays. Bien entendu, une des expériences que nous avons eues durant l'épidémie d'Ebola est que beaucoup de femmes n'avaient pas accès à certains soins primaires. Cela nous a poussé à initier la formation des sages-femmes très rapidement et les déployer dans les services de maternité. Cette expérience a véritablement permis à l'UNFPA de réagir positivement dans son soutien à ces gouvernements-là. Au Togo, dans le souci de contribuer à la réduction de la propagation du virus, l'Association des volontaires pour la promotion des jeunes, avec le soutien de l'UNFPA, a mis à la disposition de la population son application mobile dénommée e-Centre Convivial. Nous avons développé spécialement un module dénommé COVID-19 qui est géré par des médecins et des sages-femmes qui fournissent des informations à la population. Et avec l'application e-Centre Convivial par rapport au module COVID-19, l'utilisateur a la possibilité de découvrir les mesures préventives. L'un des modules phares de l'application, c'est l'assistance en ligne, qui est une messagerie instantanée gérée par des téléconseillers qui sont des professionnels de la santé. Au Bénin, l'UNFPA, en collaboration avec les startups, a mis en place des solutions innovantes pour informer les populations même dans les endroits les plus éloignés, et stopper rapidement les fausses informations. Elle a également permis au personnel médical d'avoir accès à des méthodes efficaces et rapides pour échanger les expériences et bonnes pratiques. Au Burkina Faso, le bureau pays de l'UNFPA participe à l'effort commun du système des Nations Unies auprès du gouvernement dans le cadre du dispositif du One UN qui rassemble toutes les agences des Nations Unies. Plusieurs mesures ont été prises, dont la fourniture de kits de protection au profit des agents de santé, mais aussi la mise à disposition d'une plateforme d'information sur la Covid-19 pour les jeunes. Je pense que c'est un programme très dynamique qui, dès le début de cette pandémie, s'est senti interpellé. Et nous, c'est notre première expérience de travailler avec le programme national des volontaires et c'est plutôt satisfaisant.
Nous sommes engagés à soutenir le programme pour un mois renouvelable en fonction de l'évolution de la pandémie. Et je pense que c'est une belle expérience de mobiliser les jeunes autour du volontariat pour rendre service à la population. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, il faudrait 187 500 000 $ pour renforcer les systèmes de santé publique. L'UNFPA appelle les donateurs à participer au financement de la réponse des États à la pandémie de la Covid-19.